Bonjour, je m'appelle Simon Tremblay-Pepin, je suis professeur à l'Université Saint-Paul en innovation sociale et c'est pour la chaîne À Gauche. C'est quoi être de gauche? La gauche, d'abord, c'est une longue histoire. Puis évidemment, comme j'enseigne sur ces questions-là, je vais essayer de pas donner un cours aujourd'hui sur l'histoire de la gauche, mais pour moi, d'abord et avant tout, c'est une famille politique. Donc, c'est une famille qui rassemble un certain nombre de personnes qui souvent décident d'elles-mêmes qu'elles sont de gauche. Il y a personne qui distribue les cartes de la gauche en général. Hein. C'est pas comme un parti politique. Mais si on me demandait à moi de les distribuer et de choisir qui en fait partie et n'en fait pas partie, c'est sûr que bon, il y a les choses de base et je pense que c'est important de le noter. Les éléments de base sont beaucoup d'anti, sont beaucoup contre. C'est une position qui est souvent basée sur, bien sûr, on est contre le capitalisme, on est contre le sexisme, on est contre le racisme. OK, bon, là, ça c'est les éléments de base. J'ai bâti un programme universitaire dans lequel on essaie d'enseigner aux gens une structure de pensée critique et ces éléments-là, la critique de ces systèmes-là, elles sont au cœur. Mais toute ma démarche à moi dans la vie, c'est d'essayer de penser positivement ce que ça peut vouloir dire être à gauche et donc dire en faveur de quoi sommes-nous? Et ce dont je me rends compte, c'est que quand on est sur en faveur de quoi sommes-nous, c'est plus compliqué. On a plus de difficultés à définir de quoi aurait l'air la société que nous voudrions. On a quelques réponses, bien sûr. On va être généreux, ouvert, pluriel, accueillant, etc. Bon, oui, bien sûr. Mais comment ça fonctionnerait? En fait, c'est le sujet de mes recherches depuis presque 20 ans maintenant. Et ce n'est pas si simple que ça de penser un système économique, politique, au-delà du capitalisme, au-delà du racisme, au-delà du sexisme. Et souvent, tout ce qu'on a à répondre à ça, c'est des vœux pieux. Et donc, pour moi, la gauche, c'est aussi des gens qui essaient de penser au-delà, positivement, de ce qu'on vit aujourd'hui, pour se dire dans quoi pourrions-nous vivre demain. Dans votre livre et lors de l'entretien avec Blast, vous évoquez un système alternatif au capitalisme et au communisme. Que reprochez-vous au communisme? Et faut-il le réduire au stalinisme? C'est sûr qu'il faut distinguer 2 ou 3 choses. D'abord, dans l'introduction du livre dont il était question dans cette entrevue à Blast, démarre sur cette question de la critique de l'économie planifiée en URSS. Vous voulez sortir du capitalisme, alors vous êtes forcément communiste. Et on a vu ce que ça a donné le communisme, le goulag et des millions de morts. Et pour nous, c'est cette critique-là que nous faisons, c'est-à-dire l'économie planifiée, centralisée de l'URSS. On pense qu'elle pose problème à plusieurs égards et pas seulement sous le stalinisme, sous l'ensemble des régimes communistes qui vont être en place donc avant Staline, après Staline. Est-ce qu'il y a une grande planification avant Staline? C'est des débats de soviétologues, mais n'empêche, même la NEP est critiquable sous Lénine. Donc, notre critique est là. Le cœur de notre critique, c'est sur ça. Après ça, est-ce que parler de ça comme étant du communisme, je pense qu'il faut rappeler à tous nos camarades que la plupart des gens dans nos sociétés, quand ils entendent le mot communisme, la première chose à laquelle ils pensent, c'est à l'URSS. Même si l'URSS est morte depuis plusieurs décennies maintenant, et qu'il reste des pays communistes et qu'il reste des pays socialistes dans le monde, quand on pense au communisme, on ne pense pas à Cuba, on ne pense pas au Vietnam, on ne pense pas à la Chine, on pense d'abord et avant tout à l'URSS. Et oui, c'est l'effet de la propagande de l'Ouest, et oui, c'est l'effet de la propagande de l'Est aussi. Hein, c'est aussi l'effet de la mise en scène du stalinisme et des courants qui l'ont suivi. Mais on est pris avec ça pour en parler. Et il est très vrai, et ça, j'en suis persuadé, que quand dans l'espace public, j'en suis persuadé parce que je l'ai vécu à de multiples reprises, quand dans l'espace public on dit il faut dépasser le capitalisme, la question qui sort, c'est l'URSS. La question qui sort, c'est Staline, puis bon, Blast a fait le clin d'œil à OSS 117 en début d'entrevue. Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, qu'ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair.
C'est ça, une dictature, Dolores. Et ce n'est pas pour rien que dans OSS 117, on fait cette blague-là, c'est parce que c'est le lieu commun que les gens ont en tête. Après ça, le fond de la question. Peut-on réduire le communisme à cet ersatz qui était l'URSS? Évidemment, non. La pensée communiste, les expériences de communisme sont beaucoup plus vastes que l'URSS. Cela dit, je pense que quand on parle au grand public, quand on prononce ces mots-là, il faut se rappeler que la première image qui leur vient en tête, c'est ça. Donc, quand on veut ne pas en parler, quand on veut parler d'autre chose, il faut parler d'autre chose. Et l'entrevue, en fait, a porté sur toute autre chose que le communisme soviétique pendant toute la période, parce qu'on a parlé de gens qui ont été d'origine libertaire, d'origine socialiste libertaire, de communistes, membres de partis communistes également, qui ont parlé au-delà et en dehors de l'exemple soviétique. Donc, moi, je me sens très, très à l'aise et je suis très content de l'entrevue qui a été faite à Blast parce que, comme dans cette chaîne à gauche, c'est des entrevues où on a du temps, où on peut parler et où on peut parler de livres en profondeur, ce qui est pas donné. Moi, je suis plus habitué à faire des entrevues dans des médias où on me dit que 8 minutes, c'est beaucoup de temps. Alors que je pense qu'on vient de faire ça ensemble juste en introduction. Que pensez-vous du déjà là communiste de Friot? Notre 6e chapitre parle d'autrices qui sont peut-être moins connues dans l'univers francophone. Gibson Graham, J.K. Gibson Graham, donc elles écrivent à deux, elles se sont pris un nom de plume à deux. Et elles ont exactement cet argument-là, et c'est l'argument qu'on présente un peu comme contre-pied au modèle plus formalisé, disons, qu'on montre dans le reste du livre. On est arrivé à la fin du bouquin en disant, ça serait le fun d'avoir plus de femmes. On trouvait que c'était beaucoup des gars qui avaient travaillé sur ça. Mais deuxièmement, on avait le goût d'avoir une vision qui dit, on n'a peut-être pas besoin de bâtir des modèles cohérents, explicites, structurés. On peut bâtir à partir de ce qu'on a déjà, ce déjà-là communiste. Elle parle pas de communiste parce que c'est pas le terme qui est dans leur famille politique, mais on s'en fout un peu. L'idée, ce qu'elle critique, elle, c'est ce qu'elle appelle le capitalocentrisme. En disant, on est obsédé par le capitalisme, on le voit partout, on le voit dans notre soupe, on le voit dans nos rêves, on le voit dans tout ce qu'on fait, alors disent-elles, que nous avons dans notre quotidien un ensemble d'expériences qui ne sont pas des expériences de capitalisme. Même dans les expériences économiques, tu donnais d'excellents exemples, la sécurité sociale, mais elles vont beaucoup plus loin que ça. L'économie sociale et solidaire, Robert Boyer qui a écrit un ouvrage sur cette question récemment, comme l'économie sociale et solidaire comme utopie pour le 21e siècle, elles nous disent, voilà, on peut construire à partir de ça, et elles appellent ça l'économie de community economics, l'économie des communautés. Tout ça, pour moi, là, cette notion de communauté qu'elle mobilise, c'est une notion qui est très similaire au communisme mobilisé par un Lordon, par un Friot. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que on veut mobiliser la population sous ce nom de communisme en ce moment? Là, ça devient un débat qui est davantage stratégique ou même peut-être tactique de nature parce que c'est une question de communication, puis et les questions de communication sont importantes et peuvent devenir stratégiques, mais pour moi, j'ai un accord généralement assez grand. Sauf que je suis en faveur d'un concept qui était très populaire au Québec à une époque, qui s'appelle la diversité des tactiques. J'ai l'impression qu'il faut que notre adversaire capitaliste nous attaque de toutes parts. Et je pense que si on veut réussir à gagner, il faut faire la même chose, l'attaquer de toutes parts. Et donc, oui, bâtir un ensemble. Et là, je reprends ça, je suis pas très original, je reprends ça de Eric Olin Wright, auteur marxiste bien connu aux États-Unis, dont des livres ont été traduits à la découverte assez largement, qui a publié sur l'idée de l'érosion du capitalisme. Et je pense qu'on peut réussir à éroder le capitalisme en l'attaquant de plusieurs points de vue, notamment en travaillant sur ce qui est déjà là, puis en le faisant grandir, mais aussi en essayant de bâtir et de donner soif et de donner envie aux gens de dire
il peut y avoir une autre société que celle dans laquelle on vit. Et ça, je pense que c'est intéressant aussi. Parmi les modèles d'alternative au capitalisme présentés dans votre livre, quel est votre préféré? Donc, on a écrit un bouquin avec deux collègues, Frédéric Legault, Audrey Lorrain-Lamotte. On a écrit ensemble un livre pour présenter des modèles qui ont été conçus dans les 30 dernières années de ce que pourrait être une société post-capitaliste. Moi, il y avait une part d'exorcisme dans mon cas, dans ce travail-là. Ça fait plusieurs années que je travaille sur ces questions-là. Puis, j'avais le goût qu'on les mette sur papier, qu'on les rende disponibles au lectorat francophone parce qu'ils sont méconnus dans le lectorat francophone. Mais aussi, je dois dire, j'avais peut-être le goût de m'en débarrasser. Bon, c'est un peu violent comme façon de le dire, mais j'avais le goût de pouvoir intellectuellement passer à autre chose et pas penser ma vie à expliquer les modèles, mais à commencer à pouvoir écrire sur les modèles. Parce que moi, je suis pogné dans une situation très, très compliquée comme auteur et comme intellectuel. C'est que quand j'essaie de parler de ce sur quoi je travaille, faut que je passe 1 heure avant à expliquer comment fonctionnent les modèles sur lesquels je travaille avant de pouvoir dire ce que moi je fais. Donc là, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que je peux dire, allez lire ce livre. Vous pourrez voir ce sur quoi je travaille. Et maintenant, parlons de ce qui m'intéresse. Et ce qui m'intéresse en ce moment, ce qui me travaille en ce moment, c'est de prendre ces modèles comme matériaux et de travailler un peu comme un ingénieur, ou si on était plus physique, plus organique, comme un boucher. J'ai le goût de couper dans le gras, d'en isoler des parties, de voir quelles pièces vont bien avec quelle autre pièce, et j'ai le goût de les penser en termes de modules plutôt que de modèles, en termes un peu comme un meuble Ikea qu'on pourrait bâtir un peu comme on veut, parce que j'ai 2 impressions très fortes. J'ai l'impression, qu'avec des modèles cohérents et structurés, c'est très impressionnant à lire parce qu'on voit tout le travail puis tout l'effort intellectuel qui a été fait pour les bâtir, mais ça peut être aussi rédhibitoire parce qu'on se dit « Oh là, il faut que je comprenne tout ça, mais ça, comment ça marche, mais comment ça fonctionne avec ça? » Et commencer à en débattre. Le coût est très élevé pour entrer dans l'arène du débat, mais aussi, il est évident que des sociétés qui vont faire des transitions en dehors du capitalisme vont pas faire des transitions en dehors du capitalisme exactement comme attendu dans un livre. Elles vont faire des transitions à partir des structures qui existent déjà, c'est notre conversation de tantôt, à partir de ce qui est déjà existant dans leur société comme bout de communisme, de socialisme ou de, peu importe comment on l'appelle, d'après-capitalisme qui existe déjà chez eux, et elles vont se transformer. Donc, j'aurais le goût aujourd'hui de penser davantage à partir d'éléments des modèles, de les mettre ensemble pour dire, bon, bien sûr, par exemple, la propriété, ou bien sur les échanges, ou sur la rémunération. On a 4 ou 5 options. Essayez de les placer en ordre chronologique, de se dire, ben, une société qui voudrait faire un pas en avant, un premier pas, qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Eh bien, elle pourrait faire un petit pas dans cette direction-ci. Et elle pourrait faire un petit autre pas dans cette direction-là. Et donc, avoir une approche peut-être plus en croissance, plus en développement, et ça, ça me stimule davantage. Et donc, je suis en train de lire aussi des modèles auxquels ceux que j'ai étudiés s'étaient opposés, ceux qui défendaient le socialisme de marché, par exemple, pour dire, est-ce qu'il n'y a pas là des premières étapes qu'on pourrait mettre en place dès maintenant dans les sociétés capitalistes et qui nous feraient déjà avancer? Donc, j'ai un grand amour pour la notion d'André Gorz de non-reformist reforms, hein, je trouve qu'ils sont meilleurs. Je pense qu'en français, il parlait de réformes stratégiques, mais ça a été traduit en anglais par non-reformist reforms, donc des réformes qui ne sont pas réformistes, des réformes qui plantent la graine de la transformation sociale à l'intérieur du système même. Et je me demande toujours quelles sont les premières réformes qu'on aurait à faire, les premières transformations qui devraient être apportées pour s'en aller vers la société post-capitaliste. Et là, on voit bien où je loge politiquement comme militant et comme activiste, c'est-à-dire que moi j'ai agi dans des partis politiques, j'adhère à la vision social-démocrate qui était celle de Léon Blum, qui était celle de la
de la social-démocratie qui pense que par les urnes, on peut dépasser le capitalisme. Et donc, ma question est toujours de me poser, si on arrive au gouvernement et qu'on a pour but de sortir la société de ce système, qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans la société dans laquelle nous sommes que les gens vont vouloir mettre en place? C'est ça, nous, les gens, les électoralistes ou les gens qui font le jeu des urnes, la population doit avoir envie des réformes dont on parle. Donc, ma question est toujours de me poser de quoi la population peut avoir envie qui nous fait nous diriger au-delà, tranquillement, à petits pas, mais néanmoins dans cette direction-là, au-delà du capitalisme. Et donc, c'est ça qui est ma drive aujourd'hui, c'est ça qui me pousse aujourd'hui à vouloir continuer ce travail. Et donc, pour moi, le livre qui a été publié, c'est un travail qui est terminé. C'est un travail qui est fait. Ces modèles-là, je les connais bien, je les connais dans le détail, c'est bon. Je les aime bien, mais je les déteste tous en même temps. je suis un peu dans ce rapport étonnant où je trouve ils ont des qualités et des défauts, et j'ai le goût maintenant de passer à autre chose. Pour toi, la solution pour détrôner le capitalisme viendra forcément par des élections? Je fais effectivement partie d'une gauche qui croit à tout ce qui est lié au système, à la stratégie électorale et à la stratégie du suffrage universel. C'est l'idée que les gens qui sont issus des classes populaires, qui sont des travailleurs et des travailleuses, on peut leur présenter une situation, un contexte et leur dire il y a des meilleures options politiques que celles qui vous sont présentées. On peut les convaincre de dire oui, voilà ce qu'on veut. Mais bien sûr, j'adhère à cette position-là avec deux mais importants. Le premier mais, c'est que l'option électorale et politique est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Et deuxièmement, que la prise du pouvoir va exiger plus qu'une simple gestion de l'État capitaliste au quotidien. Donc, allons-y sur les deux questions. D'abord, le fait que c'est nécessaire mais insuffisant, un gouvernement de gauche qui arrive au Québec aujourd'hui. Admettons le modèle, bon, j'ai cité Léon Blum, j'aurais pu citer Jaurès. Ça, bon, c'est la gauche socialiste française du début du 20e siècle. Mais le modèle qui peut nous inspirer facilement, c'est Salvador Allende, donc une gauche plurielle, donc qui a vraiment des intentions de dépensement du capitalisme extrêmement claires dans le cas d'Allende. Ben évidemment, qui parle d'Allende parle tout de suite de la chute, parle tout de suite de la fin. On parle trop peu souvent du gouvernement effectif de Salvador Allende, qui a été très, très difficile et très contesté et très combattu par la bourgeoisie. Donc, l'expérience que nous avons, c'est qu'il faut, dans la rue, un mouvement qui appuie un gouvernement de gauche qui est en train de mettre en place les réformes nécessaires. En conséquence, il faut des mouvements sociaux, il faut des mouvements organisés de la classe ouvrière au sens extrêmement large du terme classe ouvrière. Et là, je veux le préciser, c'est-à-dire tout le monde qui travaille, qui n'est pas propriétaire des moyens de production, tout le monde qui a une adhésion à la vision et à la transformation sociale du socialisme, tout le monde qui est du côté négatif, du côté dominé des rapports de domination. Donc, cette vision très large de la classe ouvrière, elle doit s'organiser et elle doit être une pression constante sur le gouvernement pour qu'il réalise son programme et pour protéger le gouvernement des assauts inévitables que la bourgeoisie va lui porter, que ce soit la bourgeoisie nationale ou le grand capital international. Ça, c'est une évidence qu'un programme de gauche qui essaie de se mettre en place en France, au Québec, n'importe où, aux États-Unis, va être confronté à ce que des gens vont vraiment pas être d'accord et qu'ils ne vont pas utiliser les méthodes douces.
Je veux dire, ça, l'histoire nous l'apprend, c'est une évidence, ça ne fait aucun doute. Donc, il va falloir des gens qui veulent que ça se réalise et que ça se fasse. Donc, ça, c'est la condition suffisante qu'il faut réunir également. Mais une fois arrivé au pouvoir, le gouvernement, un gouvernement de transformation sociale, doit rebrasser les cartes politiques. Et pour ça, il est nécessaire de réécrire la loi fondamentale, dans le cas du Québec, d'en écrire une première, c'est-à-dire mettre en place le pouvoir constituant du peuple pour déterminer les lois qui régissent la vie commune. Et ça, on n'a rien inventé à Québec solidaire. Hein, dans mon parti, c'est ce qu'on propose, la mise en place d'une assemblée constituante. On n'a rien inventé, c'est ce qu'on a fait en Amérique latine à plusieurs reprises. C'est ce que à peu près tous les gouvernements révolutionnaires ont fait, même au 18e et au 19e siècle. C'est toujours de dire, rassemblons des gens pour écrire une loi commune et instituons de nouvelles règles du jeu, qui sont des règles du jeu qui favorisent le peuple et non la bourgeoisie. Qui est notre adversaire? Qui est l'adversaire? Je pense qu'on a besoin, à gauche au Québec, en France, le travail est fait de façon plus systématique. Mais je pense qu'on a besoin, à gauche au Québec, de mieux nommer, de mieux décrire l'adversaire auquel on est confronté, celui qui s'oppose idéologiquement, d'abord. Celui-là, il est plus visible. On l'entend tous les jours à la télé, etc. Donc là-dessus, nos adversaires sont là. Ensuite, politiquement et par intérêt au projet de transformation sociale qu'on a. Il faut le dire, il faut les nommer, il faut dire, voilà les gens qui vont s'opposer. Il y a toujours moyen, bien sûr, et je pense qu'il faut toujours tenter de faire les transformations sociales et les transitions exactement comme nos prédécesseurs ont fait, c'est-à-dire de la façon la plus paisible et la plus pacifique possible en premier lieu. Tenter de négocier, de s'entendre, de faire les choses qui peuvent être faites sur ce point-là. Cependant, il faut se préparer au pire parce que nos adversaires ont de fortes chances de vouloir utiliser les méthodes fortes pour nous retirer. J'invite les auditeurs et auditrices à écouter cet excellent podcast qui vient de paraître, qui s'appelle The Santiago Boys, qui est fait par Evgeny Morozov, un intellectuel extrêmement inspirant, qui parle de ce qui s'est passé au Chili, mais du point de vue qui m'intéresse, des gens qui ont tenté de bâtir un système de planification informatisé de l'économie chilienne pendant presque 1 an et demi sous Allende pour essayer de remplacer la dépendance que le Chili avait aux grandes compagnies technologiques. Et ce qu'on se rend compte dans cette histoire-là, c'est que la demande de renversement d'Allende, elle vient directement de ces grandes entreprises-là qui ont été voir la CIA, qui ont donné de l'argent, des sommes considérables à la CIA pour dire il faut renverser Allende, il n'a pas besoin d'être là. Alors, évidemment, il faut garder tout ça en tête. Il y a des gens qui n'hésiteront d'aucune manière à renverser un gouvernement qui veut le bien de son peuple. Et c'est tout à fait normal et sensé, avec l'histoire qui est derrière nous, qu'on pense à ces données-là et qu'on sache qui n'a pas intérêt à ce qu'un parti qui veut le mieux pour la population soit au pouvoir. On remarque une tendance dans la gauche québécoise qui est celle de ne pas utiliser les termes pour désigner les dominants comme bourgeoisie. Ne faut-il pas utiliser les bons termes pour mieux lutter? En fait, ça aborde 2 questions distinctes. Une première qui est la question des communications publiques et des relations publiques, qui est un sujet qui m'intéresse aussi. Une deuxième qui aborde la question que je dirais la formation politique ou les traditions politiques. Sur la question des relations publiques, il y a des tropes, des façons de parler qui s'installent dans l'espace public, dans tous les espaces publics, mais dans celui du Québec notamment. Et l'idée de l'élite déconnectée ou du gouvernement déconnecté en est un au Québec, où tout le monde utilise ça, à gauche comme à droite d'ailleurs. Quand la gauche
centristes étaient au pouvoir avec le PQ et qu'ils ont tenté de faire quelques mesures, notamment pour taxer davantage les plus riches, eh bien, on les accusait d'être déconnectés. C'est toujours la même chose. En fait, c'est la caricature d'un gouvernement qui vit dans son idéologie, dans ses trucs à lui, et qui ne connaît pas la réalité terrain. Et je pense que le calcul stratégique qui est fait dans ce type d'accusation-là, c'est de dire ça parle aux gens parce que les gens ne veulent pas de politiciens qui sont sans lien avec le terrain. Par contre, là où je suis d'accord, c'est qu'on n'a pas d'espace commun, on n'a pas de lieu qui a été développé avec le temps à gauche, de formation politique sérieuse, où on est capable de dire un certain nombre de choses, comme de dire, il y a des gens qui ont intérêt à ce que certaines choses arrivent. Et puis, par exemple, la ministre qui fait sa proposition, elle la fait pas par hasard, elle l'a fait parce que elle a fait partie et refera partie dès qu'elle arrêtera d'être députée de cette caste de gens, les propriétaires terriens, qui ont avantage à ce que il y ait le moins de droits possible pour les locataires. Puis, il y a d'autres gens qui ont d'autres intérêts. Les locataires, ils ont l'intérêt à ce qu'on défende leurs droits et à ce qu'on dise il y a certains droits qui sont inviolables, comme ceux d'habiter dans un lieu propre où il est agréable de vivre, etc. Comme ce qui est le cas de la plupart des gens au Québec, mais qu'il y a pas mal de gens qui n'y ont pas accès et dont on a besoin de s'occuper pour transformer la chose. Sauf que ce dont on se souvient pas, quand on est bien logé, puis qu'on se dit ouf, moi au moins j'aurais pas à céder mon bail ou j'aurais pas à profiter de la cession de bail de quelqu'un. Ce qu'on oublie, c'est de dire que quand on est locataire, on est toujours à la merci. Il y a toujours un potentiel. On se dit je suis tiré d'affaire pour l'instant, ça va. Donc il y a une majorité de gens qui se disent ça me concerne pas vraiment. Mais en fait, ça les concerne potentiellement tout le temps. Et il y a beaucoup de Québécois et de Québécoises qui seront locataires toute leur vie. Donc, l'idée de dire la solution, c'est l'accès à la propriété, ce qui était en gros la réponse de la ministre, qui était qu'il mange du gâteau actuel, bien, ça nie complètement la réalité statistique, qui est de dire, à Montréal, c'est 60% des gens qui sont locataires. Qu'il pleuve ou qu'il neige, bonne année, mauvaise année, c'est toujours la même réalité. Donc, il y a un travail que nous avons à faire de formation de notre famille politique. Je reviens à cette notion. Et moi, cette famille politique, là, je la vois plurielle. La tendance électoraliste en fait partie, les tendances plus radicales en font partie, les tendances qui sont entre les deux également. Le besoin de formation, il est omniprésent. Et il y a une chose qu'on a perdue au Québec, c'est un mouvement étudiant qui faisait ce travail-là. Pendant des années, quand moi j'ai été formé comme militant politique, il y avait des camps politiques de formation, des organisations étudiantes qui étaient des camps qui avaient qui développaient une pensée radicale sur le monde, qui proposaient une pensée très critique et dans laquelle on allait se former. En ce moment, le mouvement étudiant est en train de renaître de ses cendres, me dit-on, mais pour l'instant, c'est encore assez tranquille. Des camps de formation systématiques, bien organisés, ce n'est pas encore le cas, ce n'est pas revenu à l'ordre du jour. Et ça, on en aurait grandement besoin pour que les jeunes qui arrivent dans les mouvements sociaux, dans les groupes affinitaires des camarades anarchistes, dans les partis politiques, dans les groupes communautaires, arrivent avec une formation puis un bagage politique. Ce qui se passe du côté de Québec solidaire, la discussion est en cours, mais l'idée, c'est qu'on est plusieurs à dire on devrait prendre la responsabilité à l'interne de faire de la formation politique, ce qui veut dire faire de la recherche avant cette formation. Parce que sur certaines questions, comme la question de qui est la classe dominante au Québec, évidemment, on a des réponses faciles, mais on n'a pas toujours des réponses si fouillées que ça aujourd'hui.
On a les vieux textes d'antan à l'époque où tout le monde écrivait sur ces questions-là. Mais aujourd'hui, alors qu'on est seulement quelques-uns à faire de la recherche sérieuse sur ces enjeux-là, ça prendrait un travail de recherche et d'approfondissement. Donc, à mon avis, le problème, comme tu le constates, précède la question que tu me poses, c'est-à-dire que c'est pas juste l'usage des mots, c'est une tradition de formation politique de gauche qui est juste qui est plus en place depuis la mort de l'AC. Traditionnellement, c'est les organisations étudiantes radicales qui faisaient ce travail-là. Et là, l'AC est morte et n'a pas passé le flambeau à une nouvelle organisation qui s'occuperait de cette formation-là. Et la pandémie est venue renforcer cette tendance à l'isolement et au peu de contacts politiques. Donc, nous, comme organisation, qui avons des moyens, qui avons des ressources, on se dit, peut-être qu'on aurait besoin de faire davantage de formation politique. À l'interne, oui, mais aussi la rendre accessible à tout le monde pour que les gens puissent en profiter sans nécessairement être membre de Québec solidaire et venir dans nos instances et tout ça, que ce soit disponible pour toute la population, parce que ce qui est bon pour nos membres est bon pour tout le monde en termes de formation. Et l'extrême droite au Québec? L'extrême droite au Québec, c'est une question, elle aussi a une histoire. Donc oui, bien sûr, il y a une extrême droite, de l'extrême droite, il y en a partout. Là. Le Québec n'est pas exempt d'extrême droite. On n'est pas soudainement un paradis où il y aurait personne qui a ces idées-là. Bien sûr, il y a une extrême droite au Québec. La question de l'extrême droite, c'est toujours son niveau d'organisation. C'est pas s'il y a des gens d'extrême droite, c'est toujours à quel point l'extrême droite s'organise ou pas. À mon avis, au Québec, il y a 3 espaces, 3 lieux de tentation pour l'extrême droite ou de montée potentielle de l'extrême droite. Il y a son organisation partidaire, il y a son organisation plus de type mouvement social, de type organisation de base, et puis il y a le discours dans l'espace public. Alors, allons-y sur les 3 éléments. D'abord, sur l'aspect partidaire, là, c'est pas l'endroit où ça va le mieux pour eux. Donc, la tentative qu'ils avaient d'avoir un véhicule avec le Parti conservateur du Québec, a échoué au niveau électoral, mais en plus a été mise à mal par la présence d'Éric Duhaime, qui est une drôle d'extrême droite pour le Québec, parce que c'est d'abord et avant tout un libertarien. Il a des positions qui seraient inhabituelles pour un lecteur de l'extrême droite européenne, par exemple, par exemple sur les questions d'immigration, sur ces choses-là, il va pas du tout avoir les mêmes positions que le Parti conservateur avait avant lui traditionnellement. Donc, ils ont bâti une machine électorale parce qu'ils pensaient que ça pouvait payer cette fois-ci, et ils avaient raison, ils ont quand même fait 13%. Ils se sont dit, on peut gagner, allons-y, parions tout sur Duhaime et sur le masque, toute la folie entourant la dérive sanitaire ou whatever. Tout ça, ils ont parié sur ça. Pari qu'ils ont finalement relativement perdu. Je pense il faut quand même pas oublier qu'ils ont obtenu des sommes considérables de l'État québécois qu'ils peuvent utiliser maintenant pour mobiliser. Ça a l'air d'avoir une efficacité. J'ai l'impression qu'ils ont des problèmes internes à régler d'abord avant de pouvoir être efficaces. Donc, niveau partidaire, pas très bon. Niveau social, ça, c'est plus inquiétant. Donc, il y a effectivement des groupes qui, depuis près de 10 ans maintenant, sont très bien organisés, font du travail. Là, on pense bien sûr à ce qui a été la Meute, un ensemble de petits groupes là, de gens qui ont des idées très arrêtées sur un certain nombre de questions, tout à fait clairement d'extrême droite, qui se gênent pas pour brandir les symboles de l'extrême droite, pour utiliser le vocabulaire de l'extrême droite et pour faire beaucoup de mobilisation sur les réseaux sociaux. Donc, ils ont vraiment utilisé le potentiel des réseaux sociaux pour rassembler des gens. On peut penser à un site comme Québec Fier, par exemple, un ensemble de choses comme ça qui ont rassemblé des gens et qui transmettent une idéologie d'extrême droite et qui,
à certains moments, font des actions. Il y a eu des périodes plus intensives en action. On est dans une période un peu moins intensive en action ces temps-ci. Ça peut toujours revenir. Mais je crois qu'en effet, on les laisse plutôt faire à gauche. C'est-à-dire qu'on on ne les voit pas comme un ennemi particulièrement dangereux. On les perçoit comme ayant été désorganisés dans les 2 ou 3 dernières années. Et donc, on les laisse plutôt faire. Et je suis pas sûr que ce soit une bonne stratégie. Je pense qu'on est en train de les laisser s'organiser et se développer, notamment sur les réseaux sociaux, notamment où ils rassemblent des gens. Et là-dessus, notre meilleure arme contre ces gens-là, c'est du journalisme indépendant d'enquête qui révèle ce qu'ils font, le travail d'organisation et de fascisation de certains membres de la société. Je pense qu'on a besoin de gens qui font de l'enquête là-dessus puis qui le révèlent à la population. Troisième élément, dans les médias, donc le travail idéologique. Certains chroniqueurs, je féminiserai pas parce que je pense juste à des gars, certains chroniqueurs voient dans le manuel offert par la France de débat, par exemple, sur la question de la théorie du gender, comme elle est appelée en France, une voie de passage pour développer une option d'un nationalisme très à droite de la CAQ, en fait, disons-le comme ça, qui pourrait peut-être fonctionner. Est-ce que le PQ serait le véhicule de cette extrême droite potentielle? Peut-être. Si c'est le cas, Paul Saint-Pierre Plamondon est probablement pas le meilleur représentant de cette option, mais qui sait, quelqu'un d'autre pourrait s'en saisir. Bon, il y a des gens qui, de toute évidence, pensent qu'il y a un terreau idéologique sur lequel on peut travailler et qui sème des idées d'extrême droite dans leurs chroniques, dans leur prise de parole publique, sur l'immigration, sur toutes les positions concernant la transidentité, les questions de diversité sexuelle, etc., et tout ce qui va porter sur les rapports de violence armée à Montréal et tous ces trucs-là. Là. Donc, on va monter tout ce truc ensemble, bâtit quelque chose qui peut ne pas être visible organisationnellement pour l'instant. Mais c'est pas parce que c'est pas visible que ce n'est pas en train de se passer. Et là-dessus, je nous trouve très faibles dans nos réponses à ces chroniques-là parce que notre façon de répondre, c'est l'indignation. Ça va. Le matin, quand je lis le journal, moi aussi, je peux pousser quelques jurons à la vue d'un texte particulièrement répugnant. Mais prendre mon juron et en faire une lettre ouverte au journal qui l'a publié, c'est pas combattre l'extrême droite, c'est en fait la nourrir. Et ce qu'on a besoin de faire désormais, c'est de s'organiser, de se former et de tenir non pas un discours qui dit l'extrême droite c'est méchant, mais un discours qui bâtit l'autre option et qui fait que la population ne considère pas l'extrême droite comme une option valable. Pas seulement une stratégie de « ce sont des méchants garçons ». Ça fait des années qu'on dit ça. Et ça ne séduit personne. Et en fait, ça a alimenté le discours victimaire. Mathieu Bock-Côté a été le porteur de ce discours. J'ai déjà écrit un article qui l'appelait « La droite Calimero » à l'époque, il y a fort longtemps. Donc, tirer de ce personnage de bande dessinée qui était toujours pleurnichard puis qui arrêtait pas de dire « c'est vraiment trop injuste ». Mathieu Bock-Côté a pensé le plus clair de ses 10 premières années dans l'espace public à dire qu'on ne donnait jamais d'espace à la droite et que dès que quelqu'un se disait de droite, il se faisait attaquer. Ben, en continuant de l'attaquer, on a créé un monstre qu'on a exporté ensuite. Bon, grand bien nous en fasse à nous, mais il publie encore chez nous. Hein. Il est capable il a le don d'ubiquité.
Donc, on a créé quelque chose en ayant cette attitude improductive qui est celle d'être dans la dénonciation et dans le pointage de doigt, alors qu'on a besoin de bâtir une option viable et alléchante et séduisante qui combat face à face ses adversaires. Voilà. Une longue réponse sur l'extrême droite. Quelle est ta lecture de l'épisode de la taxe orange de QS? Moi, mon analyse de ce qui s'est passé avec la taxe orange est assez simple. C'est qu'on a fait une proposition politique nécessaire, extrêmement sensée, extrêmement bien mesurée, qui était la bonne position politique à tenir, mais on a perdu une bataille de communication, notamment parce qu'il y avait deux éléments qui se rejoignaient. Un, le travail de communication préalable, de notre côté, on aurait dû parler de cette question des avoirs, du patrimoine des gens depuis plus longtemps. On aurait dû préparer davantage le débat. C'est sorti peut-être comme une surprise pour beaucoup de gens. Et puis, ils se sont dit, de quoi ils me parlent, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Le débat, on l'a amené. Je pense que c'est tout à notre honneur d'amener ce débat extrêmement important. Thomas Piketty fait ça depuis... Évidemment, on pourrait se dire, le débat il était déjà là. Piketty a écrit un bouquin complet là-dessus. Ça a été le bouquin le plus vendu en économie pendant près de 10 ans. Donc, on pourrait se dire, bon, ceci a eu lieu comme débat, mais c'est mal connaître l'espace public québécois où ces considérations sont traitées avec énormément de légèreté par les chroniqueurs économiques et tout ça, qui vont bien parler une fois pendant 10 ans de Piketty pour dire « Ah, il est très intéressant ». Puis voilà, c'est terminé. Mais ils ne prendront pas acte de l'avancée théorique, de la contribution qui est faite à ce moment-là, de dire « Ah oui, les inégalités, c'est pas tellement les inégalités de revenus qui comptent, bien qu'elles comptent aussi, entendons-nous. Mais ce qui compte particulièrement, c'est les inégalités de patrimoine. » À partir du moment où on en prend acte, on lit un certain nombre de nouvelles, on lit un certain nombre d'informations d'une autre façon. Et donc, on aurait eu, de ce point de vue-là, si on avait été dans un espace public idéal, une réception différente. Évidemment, nous ne sommes pas dans un espace public idéal, nous sommes dans un espace public de la confrontation et de l'hostilité, ce qui est tout à fait normal dans le contexte. Et donc, on est arrivé avec quelque chose qu'on avait mal préparé d'avance. Ça, c'est notre responsabilité. On aurait dû mieux travailler ces questions-là. Est-ce que certains éléments de la mesure auraient pu être mieux travaillés? C'est possible. Je pense que c'est relativement mineur, en fait, et que ce n'est pas ça qui a... je pense pas que c'est des questions de détail qui ont choqué les gens. Je pense que c'est le principe que... Et là, ça pose la question de qui est-ce que ça a choqué. Et bien entendu que ça a choqué des gens qui sont des animateurs de radio et qui ont ce patrimoine. Et ça a choqué des gens qui sont des chroniqueurs qui ont ce patrimoine et qui se sentaient directement visés, qui font partie du 5% le plus riche de la population, qui n'ont pas l'impression de ça, parce que le Québec est une société où les disparités de classe et les disparités de revenus sont pas toujours si apparentes dans les relations de tous les jours. Donc, eux, ils ont l'impression d'être comme les autres. Moi, un caméraman, je vous le raconte là, en sortant d'une entrevue un peu musclée avec un de ces messieurs, un caméraman m'arrête pour me dire, tu sais, le gars qui vient de te parler, là, il m'a déjà dit que faire un salaire de 200 000 $ par année, c'était pas gagner beaucoup d'argent. Ben, ça m'a pas surpris. Quand tu as cette réflexion-là, quand ça fait 10 ans, 15 ans que tu es en train de débattre avec tes patrons si tu vas avoir 300 ou 350 000 $ cette année, ben évidemment, tu vis dans un monde, dans une réalité qui est pas du tout celle du Québec où c'est le salaire moyen tourne autour de 50 000 $.
Ta réalité, on parlait de déconnexion tantôt, ta réalité est complètement autre. Tu vis dans une autre réalité, et les amis qui sont autour de toi, les gens que tu fréquentes, sont, disons-le avec les termes de notre famille politique, sont de la même classe, appartiennent à... Et c'est pas des propriétaires de moyens de production, ces gens-là, c'est de la petite bourgeoisie qui a bien réussi puis qui a des bons revenus. C'est de ça dont on parle. Donc, ces gens-là ont été pris parce qu'ils se sont dit, on veut toucher à mon patrimoine, on veut toucher à mes affaires, et ont caricaturé la mesure. Puis là, on s'est parti à parler de chalets, puis de sidou, puis de c'est quelle histoire ridicule qui avait aucun sens par rapport à la réalité statistique. Évidemment, personne de ce monde-là a fait, pas personne. Certains journalistes ont fait de la recherche et ont été obligés de nous concéder qu'on avait probablement raison. C'est les journalistes qui ont fait la recherche, ils ont été obligés de le faire parce qu'ils ont été voir Statistique Canada. Statistique Canada leur a dit ce qu'on disait, et puis ils ont été obligés de se rétracter sur nos positions. Donc, les gens qui ont fait leur travail sérieusement, ça a été. Les gens qui n'ont pas fait leur travail sérieusement, qui ont malheureusement été la majorité dans ce cas-là, c'est pas toujours le cas, mais dans ce cas-là, c'était le cas, eh bien, ils ont fait de la pure caricature, et donc on n'a pas eu une couverture qui était honnête de cette mesure-là. Ensuite de ça, bien évidemment, il y a aussi des désaccords politiques. Il faut le dire. Il faut dire qu'il y a des gens que c'était évident quand je leur parlais de cette mesure-là, qu'ils étaient pas juste surpris, ils la comprenaient pas mal. Ils étaient en désaccord. Ils étaient contre. Ils s'y opposaient. Et ben, dans certains cas, ça transparaissait assez clairement dans la présentation qu'ils en faisaient. Puis bon, ça leur appartient. Ça, c'est leur réalité, c'est à eux. Mais moi, c'est sûr que comme expérience, ma conclusion à moi, et là, je ne parle pas pour le parti, ma conclusion à moi, c'est pas du tout qu'il faut arrêter d'avoir ce type de proposition. Ma conclusion à moi, c'est qu'il faut mieux les préparer, que les propositions qui sont aussi importantes, il faut avoir un travail de longue haleine dans l'espace public pour les amener, mais il faut faire ce travail-là. Et là, après ça, ben moi, en ce moment, je ne fais pas partie de la direction de Québec solidaire. Je ne suis pas ni un député, ni quoi que ce soit. Donc, je suis pas là pour dire qu'est-ce qu'il faut faire à la prochaine élection. Mais ma conclusion à moi de mon expérience, c'est qu'on a besoin d'un travail plus long de formation politique sur ces choses-là et de communication dans l'espace public. Il aurait fallu aussi former nos membres pour qu'ils soient plus proches, plus prêts à la défendre, cette mesure-là. Et qu'il n'y en ait pas peur ou qu'il n'y ait pas l'économie. Beaucoup de gens disent « Ah, c'est compliqué, il y a beaucoup de chiffres, bon, tout ça. » Il faut les préparer pour dire « Ben non, c'est simple, c'est clair, c'est facile. » Et on revient à la question de la formation politique. Nos entretiens sont possibles grâce à vos dons. Merci de continuer à faire vivre ce format. Lien en description pour nous aider à produire les prochaines interviews.